Europe Soir. De uma forma fraquejada? Não. For all Americans. Jesle da dalle istituzioni. Ringo no kimochi wa yoku wakaru. Isabelle Millet sur Europe 1. Et à 18h52, c'est le journal du monde avec Gwendoline de Bono. Bonsoir Gwendoline. Bonsoir. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de l'Iran où tous les voyants économiques sont au rouge. Oui, la crise économique s'aggrave. La monnaie nationale a perdu 50% de sa valeur face au dollar en 9 mois. Le prix des aliments de base lui grimpe. Les loyers à Téhéran s'envolent. Des dizaines de commerces ferment. La situation est telle que les 2/3 du Parlement iranien ont demandé au président Hassan Rouhani de remanier totalement son équipe économique. Alors on imagine que c'est une conséquence directe de la politique de Donald Trump à l'égard de l'Iran. Oui, parce que Donald Trump met une pression maximale sur Téhéran. Rappelez-vous, en mai dernier, non seulement les États-Unis sont sortis de l'accord sur le nucléaire, mais le président américain a également annoncé de nouvelles sanctions. Le dernier exemple, c'est le pétrole. Les États-Unis ont donné 4 mois à tous les pays pour arrêter d'acheter le brut iranien sous peine d'être sanctionnés à leur tour. Selon l'agence Reuters, l'Inde, qui est le plus gros acheteur de pétrole iranien, cherche déjà un plan B pour s'approvisionner. Or, le pétrole, c'est la première source de revenus de l'Iran. Et c'est ce que le régime iranien appelle la guerre économique. Oui, c'est ce que dit le président Hassan Rouhani, qui est en difficulté. Il appelle les Iraniens à rester unis. Il parle d'une inquiétude créée par les médias ennemis. Le problème, c'est que si l'opinion iranienne, c'est vrai, ne supporte pas les appels de Trump à changer de régime, elle ne supporte pas non plus de voir ses conditions de vie de plus en plus dégradées. Et d'ailleurs, on se souvient, Gwendoline, des mouvements de protestation en début d'année en Iran. Eh bien, ça continue. Oui, la semaine dernière, les commerçants du bazar de Téhéran, qui est vraiment le poumon économique du pays, se sont mis en grève. Des professeurs ont fait de même, des chauffeurs routiers dans le sud. Il y a eu des affrontements à cause de la mauvaise gestion de l'eau. Alors, on parle d'un mouvement qui est très différent du mouvement vert de 2009, qui était jeune, éduqué. Aujourd'hui, ce sont les classes moyennes basses qui protestent, c'est-à-dire bien souvent la base du régime. Et malgré les menaces, l'appareil sécuritaire ne semble pas en mesure d'arrêter ces mouvements de colère qui ne cessent d'éclore un peu partout en Iran. Eh bien, merci Gwendoline. Et maintenant, on va partir au Japon. Le Japon où les autorités essayent de s'attaquer à un problème social majeur, le surmenage, la surcharge de travail qui pèse sur les employés. Bonsoir Bernard Delattre. Bonsoir. Vous êtes à Tokyo, Bernard, pour Europe 1. Une nouvelle loi fixe un plafond maximal aux heures supplémentaires que l'on peut exiger de ses employés. Oui, c'est une première. Elle vise à lutter contre le karoshi. C'est un terme japonais qui signifie la mort due à un excès de travail. Chaque année, 200 à 300 Japonais meurent d'avoir trop travaillé. Ils sont victimes d'un accident grave de santé qui survient au bureau, un infarctus, un AVC, etc. Ou alors ils se suicident tellement ils sont surmenés. La nouvelle loi changera-t-elle ça ? C'est pas sûr en fait, car le plafond maximal d'heures supplémentaires autorisées a été fixé à 100 par mois. Ça revient à 3 ou 4 heures supplémentaires par jour. C'est énorme. Oui, d'autant que beaucoup de Japonais travaillent déjà 10, 12, voire 15 heures par jour. Donc en fait, beaucoup d'entreprises prennent elles-mêmes des mesures pour réduire les cas de karoshi, qui nuisent beaucoup à leur image. 40% des PME ont établi un plan de prévention. Certaines, figurez-vous, par exemple, utilisent des drones qui, le soir, survolent le personnel en le filmant et repèrent les employés qui sont en train de dépasser le quota d'heures supplémentaires autorisé. Un SMS leur est immédiatement envoyé, les priant de rentrer chez eux. Eh bien, dis donc, d'autres mesures sont prises pour éviter que les Japonais continuent à se tuer au travail ? Oui, ici, on commence à accorder des primes aux employés qui ne font pas d'heures supplémentaires. Ou on leur impose un temps minimum de repos entre 2 journées de travail. Les badges d'entrée refusent l'accès au bureau des salariés qui l'ont quitté moins de 6 heures plus tôt. Ou alors, entre 22h et 6h du matin, toutes les lumières de l'entreprise s'éteignent automatiquement et les téléphones ainsi que les ordinateurs sont coupés. On arrive même à remettre en cause ce qui a toujours été une tradition au Japon, l'obligation, après la journée de travail, d'aller au bistrot pendant des heures avec les collègues et les chefs de service. Ces sorties arrosées n'ont plus d'office lieu tous les soirs, comme auparavant. Incroyable, merci en tout cas Bernard Delattre. Pour terminer, Gwendoline de Bono, l'Australie s'attaque au porte-monnaie des parents pour faire vacciner les enfants. Oui, le programme est entré en vigueur hier et il est clair, pas de piqûre, pas d'argent. Si des parents refusent de faire vacciner leurs enfants, eh bien une partie de leurs avantages fiscaux sont retirés. Si tous les vaccins ne sont pas à jour, les familles toucheront environ 600 € de moins par an. C'était le journal du monde de Gwendoline de Bono. Merci beaucoup Gwendoline.